Madame, monsieur, bonjour. Alors, en avant pour un voyage assez poignant, vous allez voir, aux quatre coins du monde. Alors, cette semaine, à l'occasion de la Journée internationale des parents, qui aura lieu le 1er juin, je vous l'apprends peut-être, on a souhaité s'intéresser à l'adoption, au-delà de nos frontières. Comment se déroule la procédure ou les procédures chez nos voisins, proches ou lointains? Sur quels critères sont choisis les parents adoptifs? Combien y a-t-il d'adoptions chaque année? Et quels sont les pays les plus concernés? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors pour nous éclairer ce matin, voici nos interlocuteurs du jour. Valérie Astreux qui nous attend à Washington, Loïc Delamornay qu'on va retrouver à Londres, Nicolas Bertrand, notre correspondant à New Delhi, et enfin Sandrine Mercier qui nous donne rendez-vous à Barcelone. Et tout de suite, on s'envole pour les États-Unis. Pourquoi? Là-bas, vous allez voir, parmi les modèles d'adoption, il faut signaler une pratique inimaginable en France et qui consiste à remettre, si j'ose dire, sur le marché de l'adoption, un enfant qui ne convient pas à sa nouvelle famille. Vous avez bien entendu, c'est un peu comme un vêtement qu'on rapporte en magasin, quoi. Valérie, pour nous, ça paraît totalement aberrant et il faut nous expliquer tout ça. Bonjour. Bonjour William, écoutez, aux États-Unis, à la différence de la France, quand vous adoptez, ce n'est pas forcément pour toujours. Vous avez parfaitement le droit de désadopter votre enfant pour le confier à une nouvelle famille. C'est ce qu'on appelle le marché de l'enfant d'occasion. Les futurs parents peuvent consulter sur Internet ou sur catalogue des petites annonces d'enfants à donner et cette transaction coûte seulement 5 000 €, soit au moins 2 fois moins cher qu'une première adoption. Alors on estime qu'en Amérique, un quart des enfants adoptés sera ensuite abandonné, ce qui fait 25 000 cas par an. Alors pourquoi autant d'enfants changent-ils demain? Eh bien parce que les services sociaux américains sont beaucoup moins sévères, beaucoup moins développés qu'en France. On peut très facilement obtenir un agrément et il y a assez peu de contrôle. Résultat, les familles, lorsqu'elles adoptent, sont très peu préparées à accueillir des enfants souvent troublés, ayant des comportements difficiles. Et ces familles sont donc livrées à elles-mêmes. Certaines agences ne proposent seulement que 10 heures de suivi. Et vous allez le voir dans ce reportage que cette pratique n'est pas du tout réprouvée par la société américaine. Reportage donc réalisé avec Régis Massini. Ce petit garçon n'a que 10 ans et déjà un passé chargé de ruptures. Une tache de naissance a déformé son visage, mais ce n'est qu'un détail comparé à toutes les souffrances qu'il a subies. Sam a connu un orphelinat en Chine, puis 2 familles d'adoption aux États-Unis. Il y a 18 mois, ses premiers parents décident de le céder à un autre couple. Un choc dont Sam se souvient. 2 days before they came. 2 jours avant qu'on vienne me chercher, ma première famille m'a annoncé que j'allais changer de maison. Different house. Coming home. Et comment tu as réagi? I was scared. J'ai eu peur parce que j'étais attachée à eux. Même s'ils ne trouvaient pas que j'étais un gentil garçon, un enfant comme il faut, je les aimais bien quand I still même. was attached to them. Avec ses nouveaux parents, Sam regarde souvent les vidéos que son ancienne famille lui a laissées. Parce qu'il était parfois violent, il a été placé sur le marché de la réadoption. Ils n'ont pas été négligents avec lui du tout. Ils s'en sont occupés. Mais le comportement de Sam a créé un fossé entre les parents et l'enfant. Et ils n'ont pas pu tisser de lien. Le petit garçon a dû apprendre à vivre avec de nouveaux frères et sœurs. Ses premiers mois ont été éprouvants. Whenever I first came, Au début, quand je suis arrivée, j'étais très colérique. Quand quelque chose ne se passait pas comme je le voulais, je me renfermais et je ne parlais plus. Parfois, ça pouvait durer longtemps. Oui, je refusais de parler pendant des heures. C'est vrai. Et nous, dans la famille, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi es-tu si fâché? Mais on comprenait bien que tu avais perdu tellement de choses. Sur Internet, des agences spécialisées publient des petites annonces rédigées par des parents adoptifs qui veulent se séparer de leur enfant. Sous la photo de Landon, 8 ans, voilà ce qu'on peut lire. L'arrivée de cet enfant hyperactif n'était pas ce que nous attendions. Autre visage, autre histoire, autre commentaire. Abby a besoin d'une maison avec des parents calmes et patients pour l'aider.
Toutes ces annonces sont parfaitement légales et réglementées. Cette avocate nous explique qu'il suffit d'un simple acte notarié entre les deux familles pour que le transfert soit conclu sans intervention des autorités publiques. On observe une même tendance pour les familles qui se séparent de leur enfant adoptif. Elles veulent que ça reste discret. Elles ne veulent pas que ça se sache, car dans l'entourage, ça peut sembler étrange. À l'arrivée du nouvel enfant dans la famille, il y avait une période d'annonce, de célébration, et tout à coup, cet enfant disparaît. Une fois que l'enfant a changé de maison, une agence agréée par les services sociaux vient vérifier que tout se passe bien. Ce couple a réadopté cette petite fille de 8 ans. Marianne a mis en relation les deux familles, a supervisé le transfert, assure à présent le suivi de l'enfant. C'est mieux qu'un enfant soit réadopté plutôt qu'il reste dans une maison où ça ne marche pas. C'est comme un mauvais mariage, il vaut parfois mieux divorcer plutôt que de rester pour des mauvaises raisons. Aux États-Unis, le nombre de réadoptions n'est pas limité. Autrement dit, jusqu'à sa majorité, un enfant peut changer plusieurs fois de famille adoptive. Valérie, qu'est-ce qui pousse ces familles à agir de la sorte finalement ? Eh bien, pour la plupart d'entre elles, ce sont des familles souvent en détresse qui n'arrivent pas à faire face, qui n'arrivent pas à s'attacher à ces enfants. Alors, en théorie, elles pourraient placer ces enfants sous la tutelle de l'État, mais cela supposerait qu'elles s'auto-accusent de maltraitance et qu'elles passent devant un tribunal pour être jugées. Du coup, la plupart des couples passent par des agences privées. Or, ces agences, pour faire du chiffre, placent au plus vite ces enfants dans de nouvelles familles sans véritablement vérifier si ces familles conviennent, ce qui rend ces réadoptions très aléatoires. Mais on imagine déjà les dégâts psychologiques que ça peut provoquer sur ces enfants. C'est un système comme celui-là doit même, je ne sais pas, engendrer de graves dérives, non ? Oui, et il arrive parfois que des prédateurs sexuels se glissent sur ce marché profitant des faibles contrôles. Et il y a eu ces dernières années des scandales retentissants. On a vu par exemple le cas d'une jeune fille qui avait été ballottée 5 fois de famille en famille. Elle a fini par atterrir chez un couple qui avait adopté plusieurs enfants, dont 4 filles. Toutes avaient été abusées sexuellement par leur père d'adoption. Et ce dernier a terminé en prison à vie pour viol. Alors c'est la face noire de l'adoption aux États-Unis. Et figurez-vous que l'administration américaine n'a pas l'air d'avoir l'intention de supprimer cette pratique ni d'endurcir les règles. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas véritablement de prise de conscience ici aux États-Unis des dangers de la réadoption. Voilà. Merci beaucoup Valérie. À plus tard. Allez, le voyage continue dans un pays voisin où la situation est assez préoccupante. C'est le Royaume-Uni. Alors sur le papier, tout va bien. Peut-être même mieux qu'en France d'ailleurs, puisqu'il y a plus d'adoptions. Mais la réalité est tout autre. Ça cache une vraie polémique, Loïc. Laquelle ? Bonjour. Oui, bonjour William. Eh bien, cette polémique, c'est celle des adoptions forcées. En fait, tout part d'une affaire qui a vraiment traumatisé la Grande-Bretagne ici en 2007. C'est l'affaire Baby P, un petit garçon de 17 mois qui a vécu un véritable calvaire pendant plus de 8 mois, plus de 50 blessures. Il a été martyrisé par ses parents et le compagnon de sa mère avant de mourir donc en 2007 à l'âge de 17 mois. Et les services sociaux connaissaient parfaitement la situation, étaient intervenus plusieurs fois dans la famille, mais n'ont rien pu faire ou n'ont rien su faire. Il y a eu la même affaire ici au Royaume-Uni en l'an 2000 avec une petite fille, une petite Victoria, qui pareil est morte dans les mêmes conditions. À chaque fois, les services sociaux étaient parfaitement au courant et par effectivement manque de communication entre les services, par tout un tas de dysfonctionnements, n'ont pas pu sauver ces enfants. Alors derrière, il y a eu des enquêtes parlementaires avec des mots très forts. Les juges à l'époque ont parlé d'une incompétence aveugle. C'est un mot très fort quand même pour les services sociaux britanniques. Et résultat, depuis, tout a changé. Aujourd'hui, à la suite de ces affaires-là, les services sociaux britanniques ne prennent plus aucun risque au moindre signe suspect, à la moindre petite blessure d'un enfant. Immédiatement, il est retiré à sa famille pour être placé dans une procédure d'adoption forcée, pour être retiré à la garde de ses enfants. Et je peux vous dire vraiment que ça ne plaisante pas. Une fois que le rouleau compresseur est lancé, il est inarrêtable. Vous voyez d'ailleurs ici beaucoup de parents qui disent à la moindre blessure de leur enfant, non, vite, il faut tout de suite que je prévienne l'hôpital qu'ils ne croient pas que je l'ai battu ou qu'il s'est passé quoi que ce soit. Et vous allez voir que ça entraîne effectivement des excès inverses, puisque vous avez des cas très graves avec des familles qui ont vu partir leurs enfants comme ça sans pouvoir rien faire. C'est ces histoires assez poignantes qu'on a choisi de vous raconter dans ce reportage que vous allez voir signé Laura Calmus et Maya Boyer.
Voilà 8 ans que Jackie n'était pas revenue ici. Pourtant, ce parc de la banlieue de Nottingham faisait partie de son quotidien. Elle y passait des heures avec ses 2 jeunes fils. Mon aîné aimait marcher sur ce petit pont suspendu. Il était si fier d'y arriver. Quant au plus jeune, il voulait juste copier son frère. C'était encore un bébé. Mais le 30 octobre 2008, les services sociaux lui retirent la garde de ses enfants. Tout bascule le jour où elle remarque une petite bosse à la tête de son plus jeune fils, alors âgé de 9 mois. Elle décide de l'emmener à l'hôpital, mais la réaction des médecins est complètement inattendue. Ils m'ont dit, Madame Courtnage, vous êtes accusée de maltraitance. Votre fils a une fracture à la tête et nous avons appelé la police et les services sociaux. J'étais sous le choc et j'ai répondu, vous dites que je bats mon fils et qu'il a une fracture au crâne, mais vous n'avez pas fait de radio, vous ne l'avez même pas examiné? Jackie ne comprendra jamais d'où venait cette bosse. Une contre-expertise certifie même que le petit n'avait pas de fracture, mais très vite, ses 2 enfants sont placés en famille d'accueil. Ils ont attrapé mes enfants et ils sont sortis de la pièce avec eux. Ils étaient terrifiés, ils me regardaient, apeurés et criaient. Maman, s'il te plaît, sauve-moi, sauve-moi. Ils étaient hystériques. Une longue bataille juridique commence, mais Jackie et son mari perdent leur procès. Le verdict tombe en juillet 2011. Les enfants seront adoptés sans leur consentement. La dernière fois que je les ai vus, nous étions dans une toute petite pièce. On avait le droit à 1 heure avec eux et 4 personnes étaient autour de nous. Après 1 heure, ils ont pris les enfants et sont partis. Dans la chambre des enfants, tout est resté intact. Jackie n'est pas un cas isolé. Cette maman a un léger retard mental, mais autonome et très entourée. Alors qu'elle était enceinte de la petite Meghan, les services sociaux la jugent inapte à s'occuper de l'enfant et annoncent qu'il lui sera retiré dès la naissance. Les grands-parents prennent la décision de s'enfuir en Espagne, où la petite fille naîtra. Après avoir dépensé 50 000 € en avocats et procédures pour s'assurer de ne pas perdre la garde de sa petite fille, la famille retournera en Grande-Bretagne. Chaque année, près de 2400 enfants sont retirés à leurs parents, puis adoptés contre leur volonté. Les démarches d'adoption sont d'ailleurs bien plus simples qu'en France. Des sites internet proposent même de choisir son enfant, photos, âge, mais aussi jouets préférés et conditions médicales. Tout est consultable en ligne. Pour les syndicats, c'est une question d'économie budgétaire. Les enfants adoptés sont entre de bonnes mains. Les services sociaux peuvent se dégager de toute responsabilité. Dans leur milieu d'origine, ils ont besoin de financer un accompagnement social qui est coûteux. Jackie, elle, continue son combat. En septembre prochain, elle sera exceptionnellement réentendue par un juge. L'adoption de ses 2 fils pourrait être annulée et sa famille à nouveau réunie. Ce serait une première en Grande-Bretagne. Alors, Loïc, quand on voit des exemples de ce genre, on se dit, mais qu'en pensent de ces exemples les services sociaux, ceux qui retirent les enfants à leurs parents et les proposent à l'adoption? Est-ce qu'ils ont conscience du problème? Est-ce qu'ils créent des ruptures, parfois injustifiées? Alors les services sociaux, conscience, pas vraiment. En tout cas, c'est un énorme débat ici en Grande-Bretagne. Il y a eu beaucoup d'affaires comme celle dont on vient de vous parler qui ont effectivement choqué le pays. Mais nous avons nous-mêmes au bureau de France de Londres contacté les services sociaux. Ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions, ils n'ont pas souhaité nous rencontrer. Ils nous ont juste renvoyé un communiqué en nous disant qu'ils faisaient toujours ce qu'il y avait de mieux pour l'enfant. Alors évidemment, il ne faut pas être non plus caricatural. Dans un certain nombre de cas, il est important de retirer un enfant maltraité, par exemple, à la garde de ses parents pour son bien. Mais effectivement, là, ce systématisme pose problème et nous n'avons pas eu de réponse de la part des services sociaux, surtout quand on voit d'autres exemples comme celui que vous avez vu dans le reportage avec cette petite fille dont la maman était légèrement en retard mental, mais parfaitement autonome, très entourée avec ses parents. Le bien-être de l'enfant nous semblait être d'être avec sa mère et avec sa famille, mais il aurait dû être retiré si la famille ne s'était pas battue à coups de dizaines de milliers d'euros, comme vous l'avez vu. Ouais. Loïc, dernière question. Finalement, malgré ces méthodes très expéditives, je parie que c'est une
je sais pas, une volonté politique d'augmenter le nombre d'adoptions, non? Complètement, William, c'est carrément une politique d'État qui a démarré après l'affaire de la petite Victoria en 2000, qui a été donc initiée par le gouvernement de Tony Blair et qui a été ensuite poursuivie par les gouvernements successifs. Et actuellement, le gouvernement de David Cameron a donné des instructions très claires pour faciliter l'adoption, la rendre encore plus rapide et puis surtout pour augmenter le nombre d'enfants disponibles, si j'ose dire, à l'adoption et le nombre d'enfants retirés à leur famille, pour les raisons notamment aussi d'économie budgétaire dont vous avez entendu parler dans le reportage. Il faut savoir ici qu'il y a 5000 enfants par an qui sont prévus à l'adoption, qui sont effectivement, donc 2500 sont retirés à leur famille et au total 5000 sont prévus pour l'adoption, des enfants britanniques, on parle bien d'enfants britanniques, et ça c'est beaucoup plus qu'en France, il n'y en a que 700 environ en France pour une population à peu près comparable, donc vous voyez que c'est une vraie politique d'État. Ouais. Bien, merci beaucoup Loïc, à très bientôt à Télématin. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. Vous allez voir qu'Internet est le meilleur allié des futurs adoptants et c'est même devenu un outil indispensable, Olivia, pour la recherche, non ? Oui, bonjour. Contrairement aux États-Unis, en France, on est dans un schéma classique traditionnel et tant mieux. Internet, c'est vraiment l'accompagnateur des parents tout au long de leur démarche. Il y a des sites officiels. Le principal, c'est celui du gouvernement. Il y a toutes les étapes, du premier jour des démarches jusqu'au moment clé de la vie de l'enfant, comme son entrée à l'école, par exemple. Il est vraiment très riche, ce site. Il y a des fiches par pays, car tous les pays d'adoption ne demandent pas les mêmes conditions aux parents. Ils ont tous leurs spécificités. On adopte évidemment en France, mais dans la grande partie des cas, ça se passe à l'étranger. Il faut savoir qu'en 2015, il y a eu par exemple 159 enfants qui ont été adoptés par des Français en Amérique, dont 75 en Colombie. Il y en a eu 283 en Afrique, dont 62 en Côte d'Ivoire, 235 en Asie, dont une grande partie au Vietnam, et puis 134 en Europe, hors France, dont beaucoup en Russie. Il n'y a pas d'Amérique latine, vous avez vu ça ? Si, Amérique, ça regroupe Amérique du Nord et Amérique latine. Pardon, les deux. Ah oui, pardon. Et près de la moitié ont été adoptés en Colombie. Ah d'accord. Et 48 en Haïti. Et puis, l'autre site indispensable, évidemment, ça va être celui de l'Agence française de l'adoption, qui va être vraiment un appui pour tous ces parents. Et puis, parce que les parents, ils se sentent seuls, souvent, les parents adoptants, découragés. Il y a beaucoup d'associations de parents adoptifs, et certaines se regroupent par pays d'adoption. Vous voyez, il y a ainsi une association dédiée à ceux qui adoptent en Russie ou en Haïti, pour ne citer que cela. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Il y a également beaucoup d'associations départementales, 92 dans tout l'Hexagone. Donc, vraiment, les parents adoptants, ils vont pouvoir rencontrer des gens avec qui échanger partout. Ils retrouveront ça sur le site Enfance et Familles d'Adoption. Et évidemment, autre point, il y a les adoptés qui, sur Internet, vont chercher à entrer en contact avec des gens qui ont un destin similaire. Donc voilà, ces adoptés vont se retrouver sur La Voix des adoptés, qui est une plateforme absolument formidable, mais qui est également destinée aux proches des gens adoptés pour construire l'adoption de demain, changer le regard sur l'adoption et ainsi trouver des réponses à certaines questions. Merci beaucoup, Olivia. À tout à l'heure. Tout de suite, on fait escale à New Delhi. Et en Inde, il y aurait plus de 30 millions d'orphelins et donc autant d'enfants à adopter. Pourtant, le nombre d'adoptions dans le pays n'a jamais été aussi faible. La faute à qui? La faute à quoi? À l'administration et à ces procédures qui sont devenues de plus en plus rigides, je suppose. Nicolas, j'imagine que c'est une façon pour les autorités de protéger les enfants, non? Oui, bonjour William, exactement. L'Inde a connu de gros problèmes de trafic d'enfants, d'orphelinats illégaux. Des petits garçons et des petites filles étaient arrachés à leur famille pour alimenter ces trafics. Et donc, les lois en matière d'adoption ont été très fortement renforcées. C'est positif d'un côté, mais c'est négatif de l'autre, car ces vrais orphelins, si je peux dire, ont encore plus de mal aujourd'hui à retrouver une famille d'accueil. Alors, pour les étrangers, c'est très compliqué aussi, car il faut qu'un enfant ait été proposé à 3 familles indiennes avant de pouvoir être proposé à une famille étrangère. Voilà, ce sont tous ces parcours du combattant que nous vous racontons dans ce reportage réalisé par Amanda Jacquel et Émilie Gouveia-Vermelot. Un miroir et 2 reflets. Même cheveux foncés, même regard. Rosita et sa fille se sont adoptées il y a 9 ans. Aujourd'hui, la complicité les lie. Comme cette petite fille, entre 4 et 5 000 enfants ont été adoptés en Inde depuis 2013. Un chiffre dérisoire comparé à la taille du pays. En Inde, adopter c'est compliqué et ça commence par les mentalités. Les gens ont tendance à penser que les enfants adoptés ne sont pas de ton sang. Ce n'est pas bon de penser comme ça. Parfois, on ne se reconnaît pas dans sa propre chair, dans son propre enfant. Ça peut arriver à n'importe quel parent, non?
Je suis fière d'être une enfant adoptée et j'aime mes parents. Merci de m'avoir adoptée, Mridoula. Mridoula vient de l'une des 13 agences d'adoption légale de New Delhi. C'est dans l'une d'entre elles, à Palna, qu'en 1968, un système de sécurité est mis en place pour abandonner son enfant. Un coup fin, au bord d'une route. Encore aujourd'hui, le panier d'osier accueille 3 à 4 nourrissons par mois. Tous les matins, cette fenêtre s'ouvre pour vérifier qu'un bébé n'attend pas qu'on s'occupe de lui. Beaucoup de ces parents ne savent pas où déposer leur bébé, donc ils peuvent vite tomber dans le trafic d'enfants. Mais maintenant, grâce à ce système, leur conscience est apaisée et ils laissent l'enfant ici plutôt que de le vendre. Car en Inde, l'adoption nourrit aussi les trafics de mineurs. Sur ces images, tournées par une ONG indienne en 2014, on voit un orphelinat illégal en train d'être démantelé. Les enfants y étaient monnayés quelques milliers d'euros. Le pays compterait 30 millions d'orphelins, un chiffre qui recouvre des abandons, mais aussi des enlèvements. Rien qu'à New Delhi, 22 enfants disparaissent chaque jour. Alors pour cet avocat, le combat est loin d'être terminé. À présent, le plus gros défi pour l'Inde, c'est de s'assurer que les orphelinats soient enregistrés, que tous les foyers illégaux soient fermés, que toutes les personnes qui dirigeaient ces centres soient punies et que la procédure d'adoption soit assez simple pour que les personnes qui veulent adopter puissent passer facilement par la procédure légale. Aude, cette Française, a adopté 3 enfants en Inde. Depuis Paris d'abord, et ensuite New Delhi, où elle a fini par s'installer. Après, on commence la procédure pour l'agrément. Replonger dans tous ces papiers, c'est comme relire le carnet de naissance de son fils. Depuis la France, elle a dû attendre 2 ans pour devenir maman. Pas de nausées, pas d'envie de fraises, une interminable grossesse faite de rendez-vous, de paperasse et surtout d'attente, jusqu'à la délivrance. C'est le plus beau document que j'ai jamais vu de ma vie, même s'il est un peu mal découpé. Il est tapé à la machine, à l'ancienne. C'est le jugement d'adoption de notre fils. C'est extrêmement long et compliqué. Mais moi, j'ai vécu ça comme quelque chose de positif, puisque ça a marché. Aude a eu de la chance. Mais pour de nombreux futurs parents français, encore sur liste d'attente, c'est le parcours du combattant. New Delhi privilégie d'abord les familles indiennes pour l'adoption. Entre 2013 et 2015, le nombre d'Indiens adoptés en France a diminué de moitié. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt pour un autre sujet. Retour dans l'Hexagone maintenant avec Isabelle Martinet. Alors, on va faire un point sur l'adoption en France. Et si on fait un bref état des lieux, ça donne quoi, Isabelle? Alors déjà, l'adoption chez nous a pris son essor dans les années 20 pour faire face aux pertes de la Première Guerre mondiale. Oui. Puis ensuite, il y a eu une belle période de croissance dans les années 90. Et maintenant, eh bien, l'adoption est plutôt à la baisse. En une quinzaine d'années, on est passé en moyenne de 4000 enfants adoptés par an à 2400. Et comment expliquer ça, cette Alors, baisse? il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que toutes les candidatures d'adoptants ne sont pas systématiquement acceptées. Oui. Deuxième raison, dans les enfants à adopter, il n'y a pas que des nourrissons, des enfants en bas âge et en prime en bonne santé, ce qui est pourtant la priorité dans les demandes. Et puis la troisième raison, c'est qu'il faut bien avouer que les démarches sont particulièrement lourdes. Oui. Alors, on va décortiquer tout ça. D'abord, qui peut adopter? Alors, toute personne de plus de 28 ans, célibataire, mariée, pacsée ou simple concubin peut adopter seule. Pour adopter à 2, il faut impérativement être marié depuis au moins 2 ans. Ça, c'est dans la théorie. Maintenant, dans la pratique, la priorité est le plus souvent donnée aux couples mariés. Ah, oui. Et qui sont les enfants adoptables alors, les enfants adoptables, en France, en dehors d'un membre de sa famille ou de l'enfant biologique de son conjoint, on va pouvoir adopter un pupille de l'État, c'est-à-dire un enfant orphelin ou né sous X ou retiré de sa famille, après évidemment vérification des conditions d'accueil sur place, que ça soit au niveau familial, éducatif ou psychologique. À l'étranger, on pourra adopter un enfant issu d'un pays dont la législation est conforme aux conventions internationales. Depuis qu'on s'est intéressé à ce sujet, il y a de cela quelques semaines pour le préparer, il y a une expression qui revient tout le temps, aussi bien dans la littérature que même dans les films qui ont été tournés. On vous dit oui, c'est le parcours du combattant. Vous confirmez en France? Ah, je confirme. C'est un chemin qui est long, qui est fastidieux. Il ne faut pas se décourager. En fait, il faut bien comprendre que pour donner des parents à un enfant qui n'en a plus, oui,
On va, en tout cas en France, on va vraiment pousser très loin l'analyse des dossiers de candidature de façon à vérifier la fiabilité du projet. Il faut vraiment être au courant, être préparé aux réalités de l'adoption. Comment est-ce qu'on procède? Alors, c'est compliqué. Au préalable, on va déposer une demande d'agrément auprès des services sociaux. Oui. Cet agrément sera validé ou pas dans les 9 mois suivants par l'aide sociale à l'enfance. Voir tous les critères, on l'a Avec, vu. exactement, avec tous les critères, on verra comment ça se passe, si c'est jouable, comme on dit, si le projet est bien. Ça, c'est pour l'agrément. D'accord, ça c'est un. Étape suivante. Alors, étape suivante, en France, une fois que vous êtes accepté, vous êtes inscrit d'office, si je peux dire, sur une liste de personnes adoptantes. On a vu qu'en France, quoi, il y en avait 700, disait Loïc, d'enfants à adopter. Alors, à peu près. À peu près. Vous êtes inscrit sur cette liste. Ensuite, on va vous proposer un pupille de l'État. Et là, patience. Vraiment, ça peut prendre plusieurs années. Donc, il faut s'accrocher. Il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Bon. Et puis, à l'étranger... Alors, pour adopter un enfant à l'étranger, autre chose. Pour adopter un enfant à l'étranger, Oui. là, toujours avec l'agrément, il va falloir contacter un organisme agréé. Par exemple, l'Agence française de l'adoption. Oui. Avec cet organisme, vous allez constituer un dossier qui est vraiment conforme à la législation internationale, parce qu'évidemment, il faut éviter toute dérive de trafic d'enfants. Puis ensuite, vous irez dans le pays d'origine, vous reviendrez avec l'enfant, vous établirez un bilan de santé, et ensuite, vous régulariserez l'adoption. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs formes d'adoption? Il y a 2 formes d'adoption qui sont reconnues en France. Premier principe, l'adoption plénière, irrévocable, qui supprime le lien d'origine entre l'enfant et sa famille et qui crée évidemment le lien avec la famille en France. Avec la vôtre, oui. Absolument. L'adoptant. Deuxième principe, l'adoption simple, qui elle est révocable, qui crée toujours un lien entre l'adoptant et l'adopté sans supprimer le lien d'origine. Alors si vous avez une adoption plénière, il faut savoir que l'enfant sera d'abord placé 6 mois dans la famille des futurs adoptants, lesquels devront ensuite déposer une requête en vue d'adoption auprès du tribunal de grande instance, lequel statuera au bout de 6 mois. C'est comme ça, c'est lourd. Pour une adoption simple, évidemment, la procédure est allégée, mais ce sont les services sociaux qui vont choisir le mode d'adoption et qui vont choisir également les adoptants. D'accord. Ça a un coût, tout ça, ou pas? Alors, dans l'absolu, non, sans doute des frais de dossier, mais un agrément, un jugement, ça ne coûte rien. Maintenant, si vous préférez adopter à l'étranger, évidemment, ça signifie voyage, Oui, bien procédure, sûr. traduction... Séjour, voire remboursement des frais d'entretien de l'enfant sur place, voire éventuellement don aux orphelinats. Ça peut avoir un coût, il faut le savoir aussi. Une fois que l'enfant est à la maison, comment ça se passe? Alors évidemment, c'est une nouvelle aventure qui commence et qui nécessite quand même une période d'adaptation parce que l'enfant peut craindre de décevoir. Donc il faut apprendre à construire ensemble et ça peut marcher, il faut quand même finir sur un point positif. Oui, bien sûr. Voici quelques exemples d'enfants adoptés. Steve Jobs, Nelson Mandela ou Bill Clinton sont des enfants Bill adoptés. Clinton, ça, nous, ici en France, on l'avait oublié, ça. Et oui, par son beau-père. Il n'a pas connu son père qui s'est tué en voiture peu avant sa naissance. Donc c'est un enfant sa maman s'est posthume. remariée. Sa maman s'est remariée et son beau-père a adopté Bill Clinton. Adopté. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Pour la fin du voyage, direction en Barcelone maintenant. Alors, en Espagne, l'adoption, c'est un sujet plutôt tabou, puisqu'il renvoie à un passé très douloureux. C'est un scandale d'État, l'expression n'est pas trop forte, toujours au cœur de l'actualité. Alors, Sandrine, de quoi s'agit-il? Racontez-nous. Bonjour. Bonjour William. Effectivement, l'histoire de ces enfants volés, los niños robados, est assez sinistre. Tout commence en fait sous la dictature de Franco par pure idéologie. Les franquistes enlèvent les bébés aux prisonnières républicaines, persuadées qu'elles vont transmettre le gène rouge, communiste. Et ils les donnent en adoption à de bonnes familles proches du dictateur. Très vite, c'est toute une chaîne qui se met en place avec pour complices des gynécologues, des sages-femmes, essentiellement des religieuses à l'époque. Un trafic qui va continuer jusqu'à la fin des années 80 avec cette fois des jeunes filles mères, célibataires, à qui l'on fait croire que leur bébé est mort à la naissance afin qu'elles ne les réclament pas. Évidemment, personne n'imaginait alors la révolution que serait Internet et la recherche ADN. Le scandale éclate et aujourd'hui, mères et enfants se recherchent dans tout le pays. C'est le reportage de Marion Touboul et Joseph Gordillo. Ce dimanche, c'est la fête des mères en Espagne. Un jour particulier pour ces femmes à la recherche de leurs enfants. Ils nous disent qu'on n'a pas eu d'enfants, qu'ils sont morts-nés.
Ce ne sont que des menteurs, des voleurs. Soledad cherche, elle, son frère jumeau disparu à la maternité le jour de sa naissance. Pour Soledad, pas de doute, il a été volé par les religieuses de la clinique et adopté illégalement par une famille. Là, vous avez cette personne qui cherche son fils né en 1967. Cristina cherche son fils. Le trafic des enfants volés a duré des années 40 jusque dans les années 90. Et il y a beaucoup de cas qui correspondent à l'époque de la dictature. Mais cela a continué même durant la démocratie. Et ça touche tout le pays. On estime à 300 000 les enfants victimes de ce gigantesque trafic d'adoption illégale. Et il a fallu attendre 2010 pour qu'il éclate au grand jour. Carmen fait partie de ces bébés volés et vendus à des familles bourgeoises. Elle l'a découvert par hasard à son adolescence. Depuis, elle cherche sa mère biologique. Apparemment, je suis née ici. Pour moi, c'est le lieu du mensonge, car à l'intérieur, il y a plein de gens qui savent tout du trafic, mais qui se taisent. Aujourd'hui, ces complices meurent en emportant avec eux leurs secrets. Pour retrouver sa famille biologique, Carmen a rejoint un groupe de victimes de ces vols d'enfants. Elle a rendez-vous avec Angel, le président de cette association, qui est aussi à la recherche de son frère. Ensemble, ils se démènent pour faire reconnaître ce crime devant la justice. On a déposé au total 261 plaintes auprès du procureur. Mais la justice refuse de voir cela comme un trafic généralisé. Ils nous disent qu'il n'y a pas de lien entre toutes ces affaires. Depuis 3 ans que je cherche des informations sur ma mère, je n'arrive rien à savoir. Les autorités m'envoient promener, elles me disent que les papiers ont été brûlés ou qu'ils ont été perdus dans une inondation. Christina, elle aussi, est anéantie. Il y a 32 ans, cette maman mettait au monde toute seule, chez elle, à 17 ans, son fils Martin. Une fois arrivée à l'hôpital, elle est séparée de lui et ne le reverra plus. Comme j'avais déjà une fille de 15 mois et que j'avais accouché chez moi de façon compliquée, les gens de la maternité se sont dit qu'ils allaient profiter de mon trouble pour m'annoncer que mon fils était mort. L'histoire de ces adoptions illégales passionne encore les Espagnols. Les télévisions en ont toutes fait leur programme phare avec, à la clé, les retrouvailles mère-enfant. Elles sont mère et fille. Une issue qui paraît encore bien lointaine pour Cristina qui, comme des milliers de mères, continue de demander justice. Oui, on avait ça à peu près en France, pas pour les mêmes raisons. Ça s'appelait Perdu de vue. Et à part ces shows médiatiques, est-ce qu'il y a eu de nombreuses retrouvailles mère-enfant ? C'est vrai, William, que c'est devenu un psychodrame national. Les réseaux sociaux sont remplis de messages de gens se recherchant, mais le nombre de ces retrouvailles est excessivement faible, difficile même à quantifier. Peut-être une petite vingtaine tout au plus, parce que désormais très peu sont médiatisés. Le problème est multiple. Il y a la protection des données personnelles. La loi, bien souvent, empêche d'accéder aux dossiers. Il y a le problème de l'Église, qui refuse d'ouvrir ses archives, où sont répertoriés des actes de naissance. Et enfin, le problème de l'ADN. Les associations de victimes ne cessent de le réclamer. Ils veulent une banque d'ADN publique et gratuite. Car aujourd'hui, imaginez, vous faites un test d'ADN ici, à Barcelone, et bien votre profil ne sera jamais croisé avec une personne qui l'a fait à Malaga, par exemple. Ouais. Car les laboratoires sont privés et très coûteux, et les familles, régulièrement, en général, sont des familles très modestes. Ouais, et puis il y a des provinces qui sont autonomes, ce qui complique un peu les choses aussi. Bon, très bien. Dernière question. Plus généralement, est-ce que l'Espagne est un pays qui adopte ? Eh bien oui, William, malgré ces démons du passé, l'Espagne est le 3e pays au monde à adopter le plus. Les Espagnols adoptent en majorité des enfants venus de Russie, mais aussi des petits Espagnols, et cette fois, les adoptions sont tout à fait légales. Et enfin, ils adoptent aussi des petits Chinois. Malgré l'autorisation des couples homosexuels d'adopter, la tendance est, comme vous l'avez dit en plateau, pour beaucoup de pays à la baisse. D'autant que l'an dernier, l'Espagne a fixé à 45 ans l'âge limite pour pouvoir adopter des bébés. Très bien, soyez prudente, Sandrine, vous n'êtes pas seule sur cette place. Bonne journée, merci. Merci. À très bientôt, au revoir. À bientôt.
Madame, monsieur, notre voyage, tout ça touche à sa fin. Je vous avais dit que c'était assez émouvant dans certaines circonstances. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir fait découvrir les pratiques d'adoption au-delà de nos frontières, dans 4 pays. La semaine prochaine, un thème bien plus léger, et ça à l'occasion de l'Euro 2016, que vous aimiez le foot ou pas. Cet Euro qui arrive à grandes enjambées. On ira à la rencontre des supporters. Alors, aux 4 coins du monde, qui sont-ils? Comment s'organisent-ils à l'approche de la compétition, par exemple? Quelles sont leurs méthodes pour encourager les équipes sur le terrain? Est-ce qu'ils se ressemblent tous? Alors, pour le savoir, nous irons en Grèce, aux États-Unis, en Italie, puis en Espagne. À chaque pays, ses supporters, vous allez voir, et les méthodes, qui sont parfois hauts en couleur.